Alors, on m'a demandé de modérer cette table ronde et j'avoue que ça m'a un peu interloquée. Je me suis dit, bon, la poste, tout de suite, la poste, c'est les courriers. Bien évidemment, bon, normal, j'en parlais autour de moi et tout le monde me disait, mais Sinatou, la poste, c'est les courriers. Bon. Ce qui est normal puisque, il y a ne serait-ce que 10 ans, le courrier constituait de très très loin l'activité principale de la poste en France, avec 18 milliards de lettres distribuées chaque année. Mais elle n'en distribue plus que 11 milliards, avec une chute inéluctable du nombre de courriers acheminés de l'ordre de 6 à 7%. Aucune autre entreprise n'est confrontée à une telle baisse de son volume d'affaires année après année. Malheureusement, nous avons très peu de chiffres sur les postes en Afrique, mais les tendances sont à peu près les mêmes. Aujourd'hui, la poste est obligée de se transformer. En France, le e-commerce a boosté l'activité colis avec 3 millions de colis traités en une journée. La banque à distance représente désormais près de 85 000 comptes en France. En Afrique maintenant, le principal enjeu est d'abord et avant tout de réduire la fracture numérique et surtout de tendre vers l'inclusion financière et sociale. Ce qui est génial parce que les services d'e-commerce, de M-paiement sont décrits comme les secteurs où l'Afrique est aujourd'hui l'exemple. La question que je me suis posée, c'était si Internet ne tue pas la poste, Internet la rendra-t-elle plus forte? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre avec mes invités, que je remercie très très chaleureusement. Monsieur Touami Rabi, vous êtes PDG de Gemadec. Vous travaillez notamment avec les postes allemandes, congolaises aussi. Quels sont les défis aujourd'hui de la poste en Afrique et sur quelles questions en priorité vous travaillez avec les postes? Bonjour. Effectivement, aujourd'hui, en fait, nous travaillons avec beaucoup d'organisations postales dans le monde. La plus grande poste avec laquelle on travaille, c'est la poste allemande, mais effectivement, les 3 postes du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, mais également des postes d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Afrique centrale, vous avez cité le Congo, effectivement, et même des postes asiatiques. Et à chaque fois, pour chaque pays, la problématique est différente. Mais maintenant, les défis sont communs, les défis sont quasiment les mêmes. C'est quoi? C'est la baisse tendancielle des volumes, et vous l'avez très bien cité, effectivement. Aujourd'hui, on envoie de moins en moins de courriers, on en reçoit de moins en moins. Je cite souvent l'exemple, je ne suis pas très vieux, mais il y a quelques années, j'étais étudiant en France, et je m'attablais et j'écrivais du courrier à ma famille. Et tous les matins, j'ouvrais la boîte aux lettres dans ma cité universitaire pour voir si j'avais reçu du courrier. Quand je raconte ça à mes enfants aujourd'hui, ils ont l'impression que c'est de la préhistoire. Et aujourd'hui, tout ça, ça a chamboulé le métier de la Poste. Donc aujourd'hui, le défi de la Poste, c'est quoi? C'est de se repositionner. Aujourd'hui, un certain nombre de postes, vous avez cité la Poste française, malgré la baisse, le métier de la Poste française a beaucoup changé et c'est bien transformé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye d'apporter aux postes africaines. C'est vraiment de leur proposer de nouveaux métiers qui leur permettent de trouver un nouveau rôle. Et vous l'avez également cité tout à l'heure, le digital, Internet, de mon point de vue. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre tous les jours à nos frères africains postiers, c'est que Internet est plus une opportunité pour les postes qu'une menace. Aujourd'hui, Internet est une réalité, mais Internet booste de manière extraordinaire le e-commerce, booste aujourd'hui de manière extraordinaire le mobile payment, et la Poste a un rôle très important. Donc aujourd'hui, les défis, effectivement, c'est que la Poste n'a d'autre choix que de se transformer. Ou elle se transforme ou elle disparaît. Et il faut, dans ce repositionnement, il faut se réinventer, et c'est ce qu'on essaie d'apporter effectivement tous les jours aux postiers dans le monde et aux postiers africains en particulier. Alors justement, très concrètement, quels sont les services que vous leur proposez? Alors le service majeur, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le courrier hybride. Le courrier hybride, c'est comme une amie au Congo
l'a appelé une fois, c'est du courrier métis. C'est quoi? C'est un mélange entre le courrier électronique, l'email, et le courrier physique, la lettre postale. Aujourd'hui, ce qui reste du courrier dans le monde, c'est quoi? C'est le courrier de masse, le courrier de l'administration, le courrier des opérateurs télécoms, les factures, les relevés de compte bancaires, le courrier de la sécurité sociale, les avis d'imposition. Donc, c'est tout ce courrier de masse. Et ce courrier de masse, il sort de système d'information. Quand il sort de système d'information, il va pouvoir être envoyé à la poste sous forme de flux électronique que la poste va pouvoir recevoir, traiter, trier, transporter électroniquement, de manière complètement dématérialisée, et l'imprimer seulement au plus proche du destinataire. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le courrier hybride, parce que c'est un mélange, il est hybride entre l'électronique et le physique, et il apporte surtout des économies en termes de traitement de courrier, des économies en termes d'efficacité, et surtout, une valeur ajoutée en Afrique. Pourquoi? Parce que si on prend ici en France, on envoie un courrier de Paris pour Nice, on l'envoie le soir, un courrier physique, il peut être distribué le lendemain matin très tôt à Nice parce qu'il y a les moyens de transport, il y a l'aérien, il y a le TGV, il y a... En Afrique, si un courrier doit traverser une distance aussi importante, il va mettre des semaines à arriver, ou peut-être qu'il n'arrivera jamais. Aujourd'hui, à travers le courrier hybride, on va pouvoir proposer des services comparables à ce qu'on propose en Europe, à savoir utiliser les réseaux télécoms pour transporter le courrier, et le courrier va être, quelques heures après, imprimé, mis sous enveloppe à quelques milliers de kilomètres de l'émetteur. Et c'est là où c'est une transformation totale. Et aujourd'hui, ce service n'est plus une innovation parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, tous les jours, les postes impriment des centaines de milliers de courriers pour leurs clients émetteurs. Et ça se passe au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout en Afrique et sur les différentes régions, avec à chaque fois des contextes et des problématiques différentes. Mais en tout cas, tout cela donne du volume et maintient les volumes chez les postes. Plutôt que... Et on va venir, parce que là, on est vraiment dans le courrier, on va parler du M-Payment, du e-commerce, mais moi, je fais un parallèle par rapport à ce business qui se développe et ces nouveaux métiers. Je pense que l'ancrage, la présence physique, les moyens logistiques de la Poste peuvent être un argument et une force très importante pour le développement de ces nouveaux métiers. Alors, les courriers hybrides, donc c'est un excellent exemple d'innovation frugale, comme on dit. Est-ce que vous aviez d'autres exemples de ce type? Aujourd'hui, en fait, il y a un autre exemple où, là aussi, en fait, le postier, encore une fois, a de moins en moins de courriers à distribuer. Il a dans sa coche où il y a moins d'enveloppes. Mais maintenant, il faut l'occuper. Aujourd'hui, nous avons mis en place un service qui est aujourd'hui opérationnel au Maroc depuis un certain nombre d'années, mais également en Côte d'Ivoire depuis quelques temps. C'est en fait, au Maroc, ça s'appelle moatika.ma, savoir document. Et en fait, on peut rentrer sur un site web, sur un portail, on va pouvoir commander des documents administratifs. Pour quelqu'un qui habite à l'autre bout du pays et qui a besoin d'une fiche d'état civil ou d'un extrait d'acte de naissance. Il n'a pas besoin de se déplacer, d'aller faire la queue au niveau de l'administration, de demander le document, de revenir, et tout cela va lui prendre 3 ou 4 jours, et surtout avec tous les frais que cela engendre. Il va pouvoir rentrer sur le portail de la Poste, payer, et la demande va arriver au bureau de poste le plus proche de l'administration où il veut demander son extrait d'acte de naissance, et c'est le postier qui va aller chercher le document et qui va lui envoyer le document physique sous forme de courrier, recommandé, en payant un petit service à la Poste qui va lui coûter beaucoup moins cher que le temps et ce que ça lui aurait coûté en déplacement, ainsi de suite. Voilà encore une fois un nouveau rôle que la Poste peut apporter pour apporter les e-services aux citoyens qui ne peut pas aller à l'autre bout du pays et va pouvoir accéder à un certain nombre de services. Et là, encore une fois, ce service est opérationnel aujourd'hui chez la Poste marocaine, mais également en Côte d'Ivoire. C'est la Poste qui se rapproche un peu plus de ses clients, mais encore faudrait-il que ces clients aient accès à Internet. Ah, alors là, encore une fois, le client, effectivement, au village, n'a peut-être pas accès à Internet, mais il peut aller au bureau de poste. Et il peut aller au bureau de poste. Et là, vous savez,
dans beaucoup de pays en Afrique, autour des consulats, autour des tribunaux, il y a les écrivains publics qui étaient là pourquoi? Depuis toujours, étaient là pour rédiger des documents à celui qui est analphabète et qui veut aller passer une requête à l'administration. Mais il n'était pas capable de rédiger le document. Et il y avait tout cet écosystème autour de ces administrations. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas accéder effectivement à Internet parce qu'ils n'ont pas l'accès, ou alors ils ne savent pas manipuler Internet. Et toutes ces personnes-là peuvent aller au bureau de poste, parce que le bureau de poste est quand même présent partout. Il est présent au village. Et on fait confiance à la poste. Quand on rentre dans un bureau de poste, on est en confiance. Et là, on peut aller et demander, voire même quand on n'a pas de carte de crédit, on peut faire une transaction, payer au bureau de poste et pouvoir payer et accéder à des e-services auxquels on n'aurait pas accès. Donc voilà encore une fois un rôle et encore une fois des services qui sont des réalités aujourd'hui en Afrique, dans les bureaux de poste. Merci, Monsieur Merdi. Moi, Omarouya, je vais y arriver. Vous êtes président d'Algérie Digital, c'est ça? Votre Algérie Digital qui est un cluster d'intérêt économique et qui rassemble des entreprises donc, qui travaillent avec la Poste. On parle beaucoup de tous ces services émergents donc, qui représentent le futur de la Poste, le mobile payment. On a beaucoup parlé à chaque fois de M-Pesa au Kenya. Tous ces services sont pour la plupart développés par des startups. Est-ce que la Poste aujourd'hui n'a pas intérêt à s'associer avec ces petites, si on peut dire, entreprises? D'abord, bonsoir. Effectivement, la Poste, aujourd'hui, pour se moderniser, a intérêt à collaborer avec des startups, avec un écosystème de startups créé autour de ces postes. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que déjà, il y a un intérêt pour l'économie numérique d'un pays qu'il y ait une forte interaction entre la Poste et les startups sur 3 aspects différents. Quand on parle de e-commerce, on peut avoir plein de startups qui sont innovantes dans la manière de vendre, mais la tâche d'une startup devrait s'arrêter au moment où le client clique sur « j'achète ». On a vu beaucoup de startups qui ont eu beaucoup de succès commercial, mais qui ont eu une vie courte parce qu'elles ne pouvaient pas gérer l'aspect paiement et l'aspect logistique relatif à la livraison des produits. Et c'est là que les postes deviennent importantes. Aussi, paramètre important par rapport à l'évolution d'une économie numérique et du secteur du e-commerce dans un pays, c'est l'aspect, comme a dit le collègue, confiance. Les postes, dans tous les pays, sont des institutions qui existent depuis longtemps, qui jouissent d'un capital confiance énorme chez les citoyens. C'est justement ce qui manque souvent aux startups qui viennent de se lancer. Alors, les postes peuvent constituer en quelque sorte ce tiers de confiance pour que les consommateurs accèdent aux produits de ces startups-là. Je donnerai exemple de l'Algérie, où pour un pays de 40 millions d'habitants, on a 3700 bureaux de poste. C'est dire que dans certains villages du Sahara ou dans les montagnes, la poste est presque le symbole de la présence de l'État dans le territoire. Donc, en accédant à travers la poste, on peut accéder à tous les consommateurs d'un pays, mais aussi on a parlé ce matin de croissance inclusive. Même dans l'autre sens, n'importe quel start-upper, n'importe quel entrepreneur dans une ville ou un village de l'intérieur du pays peut, à travers la poste, lancer un commerce et lancer une activité sur tout un territoire. Encore pour donner l'exemple de la poste algérienne, sur 40 millions d'habitants, on a 20 millions de comptes chèques CCP par rapport à, on va dire, à la puissance de la poste pour pouvoir acheminer des paiements. Et quand on connaît la structure d'âge de la société algérienne qui est jeune, ça fait quasiment 9 adultes sur 10 qui ont un compte CCP. Et cela vient un peu de la notion de service public qui a mené un peu la Poste depuis son existence. Et aujourd'hui vient un peu la question de rentabiliser tous ces efforts de déploiement et de couverture du territoire national et en faire
une force pour permettre à un écosystème de start-up d'émerger. L'autre aussi challenge, c'est que si à travers ce type de partenariat avec les start-up, les postes n'arrivent pas, on va dire, à faire émerger des success stories locales, à un moment, ça sera les grands majors du e-commerce qui vont s'installer dans les pays africains et prendre, on va dire, le marché qui va être vierge. Donc, c'est un peu la responsabilité des postes africaines de faire émerger ces champions locaux avant que les grands, on va dire, majors du e-commerce s'installent et prennent une grosse part du marché. Est-ce que vous avez des exemples de collaboration entre la Poste en Algérie, par exemple, et des startups? Je vais parler d'un exemple start-up intra-poste. La Poste algérienne, par exemple, a lancé récemment un produit qui s'appelle Enwi, qui est un peu à destination des artisans, c'est-à-dire que la Poste a créé une marketplace sur laquelle les artisans mettent leurs produits et la Poste s'occupe et du paiement en aval, c'est-à-dire au moment où je fais la commande du produit. Il y a même dans le cas où pour les personnes qui n'ont pas encore de carte, etc., le postier se déplace chez le client pour recevoir le paiement et la poste livre après le produit. Il y a aussi un exemple où il y a une start-up qui a fortement, on va dire, profité de la notoriété de la poste. Il a quasiment appelé son entreprise PostShop. Donc, à la limite, les gens avaient l'impression de commander directement leurs produits chez la Poste. Après, il y a un autre, on va dire, sur un autre angle. Et là, c'est maintenant qu'on va dire qu'un travail doit être fait. C'est sur les besoins de la Poste elle-même. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les postes africaines font appel sur des projets, on va dire, d'envergure à des multinationales. Mais l'idée, c'est de créer autour d'elle un écosystème de start-up locales compétentes et capables de relever le défi pour répondre aux besoins même de la Poste. Alors, c'est un peu l'intrapreneuriat, comme on dit. Est-ce que, avant de proposer de nouveaux services, la Poste elle-même ne doit pas déjà se transformer? Dans certaines postes en Afrique, il n'y a simplement pas Internet. Exactement. Pour reprendre le cas de l'Algérie, actuellement, il y a un gros chantier de modernisation, même si, on va dire, la majorité écrasante des bureaux de poste sont équipés d'Internet. Aujourd'hui, il y a eu récemment un contrat entre Algérie Poste et Algérie Télécom pour renforcer la connectivité des bureaux de poste, et cela dans la perspective d'aller vers la banque postale. C'est aussi un des chantiers qu'est en train de mener l'Algérie dans le cadre de la modernisation des services financiers postaux. Merci. Monsieur Rambert Nami, vous êtes directeur de l'unité d'affaires business consulting Sofrecom. Vous m'aviez confié en préparant cette table ronde que l'un des enjeux des postes aujourd'hui est le mobile money. Comment les postes peuvent contribuer au développement de la digitalisation des paiements en Afrique? Merci, bonjour à tous. Il y a effectivement un vrai défi pour les postes sur le sujet des paiements. On a parlé du courrier tout à l'heure, mais dans les autres activités des postes, il y a effectivement les mandats postaux, la distribution de transferts internationaux, transferts de fonds et la gestion des comptes chèques postaux. Et donc, la révolution qui est en cours aujourd'hui dans les pays d'Afrique sur le mobile money ajoute un défi supplémentaire aux postes qui voit effectivement les opérateurs mobiles déployer des solutions de paiement sur mobile. Je crois que depuis 4 ans déjà, le nombre de clients de mobile money a dépassé tout le nombre de comptes, que ce soit des comptes postaux ou des comptes bancaires sur l'Afrique, avec presque 300 ou 400 millions de clients déjà sur l'Afrique. Alors, comment la Poste peut y contribuer? Je ferai peut-être une distinction entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, qui sont déjà sur le mobile money. Le succès du mobile money est très différent entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. On a dans les pays du Maghreb, que ce soit Tunisie, Algérie ou Maroc, on ne connaît pas encore de succès de services de mobile money. Il y a tout un nombre de raisons à cela, parfois aussi réglementaires, pas que des raisons de marché.
Et donc sur les des pays d'Afrique subsaharienne, les opérateurs aujourd'hui font ça généralement sans les postes, hein. Et donc il y a une vraie concurrence qui s'est imposée, notamment vis-à-vis des mandats postaux aujourd'hui, et de plus en plus vis-à-vis du transfert international, les acteurs partenaires clés des postes, qui sont notamment Western Union, voient une baisse de leur chiffre d'affaires avec le développement de plus en plus agressif des services de transferts internationaux, de mobile, qui arrivent sur des comptes de mobile money en Afrique. Dans le Maghreb, c'est très différent. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, des 20 millions de clients qui ont des comptes chèques postaux. Ça ne se passe, ce n'est pas le cas dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc là, pour les acteurs mobiles, il est fondamental de pouvoir s'appuyer sur des partenariats avec les postes, parce que les gens reçoivent beaucoup leur salaire ou leur pension ou différents versements qu'ils reçoivent sur leurs comptes postaux. Et donc, on voit quelques partenariats qui émergent déjà, notamment en Tunisie, où des opérateurs ont fait des partenariats avec la Poste pour que, au lieu, c'est un des problèmes des postes, au lieu que les gens aillent retirer ce qu'ils ont reçu comme pension ou salaire sur leur compte postal le lendemain du jour de réception des fonds, on voit parfois des queues aux distributeurs de billets pour aller retirer leurs fonds, eh bien, on permet aux gens d'utiliser ces fonds directement depuis leur mobile, ce qui bénéficie à la Poste parce que les fonds restent plus longtemps dans les comptes, hein, et donc aussi les coûts des ATM parfois peuvent être un petit peu élevés, et ce qui permet aux opérateurs mobiles d'avoir une proposition de mobile money aussi qui apporte tout un nombre de bénéfices pour les opérateurs, notamment, vous savez que les opérateurs, quand ils font ça, ils ne font pas ça que pour rentrer dans un nouveau métier, mais c'est pour un opérateur mobile. Ces services ont une valeur importante en termes de fidélisation des clients, hein. Il y a un principe très fort chez les opérateurs, où les gens qui changent d'un opérateur à l'autre, quand on a son compte de mobile money chez un même opérateur, on reste chez lui. Et c'est une des raisons pour laquelle les opérateurs sont si agressifs sur ces sujets-là, parce que ce sont des vrais enjeux de fidélisation de leur base de clients, hein. Donc, voilà, je pense que les postes ont sans doute un rôle à jouer, peut-être plus dans les régions du Maghreb que dans l'Afrique subsaharienne, où les jeux ne sont pas faits, mais sur le cœur des métiers de transfert d'argent, les opérateurs ont déjà un rôle très, très actif. Par contre, il y a tout un nombre d'évolutions à venir dans l'Afrique subsaharienne, dans les mobile money, que ce soit vers des offres qui nécessitent des identifications plus fortes des clients. Donc, ce que les opérateurs ne savent pas toujours faire, donc utiliser les réseaux de la Poste pour qu'un client puisse venir s'authentifier, déposer ses pièces d'identité, s'enregistrer, faire des fingerprints et autres. Je pense qu'il y a tout un nombre de briques, de services qui permettront aux postes de jouer un rôle sans doute différent de celui qu'ils jouent aujourd'hui, et participer de cette révolution en cours en Afrique subsaharienne également. Justement, pour les postes, quels sont les risques ou les opportunités de faire du mobile money aujourd'hui? Le mobile money aujourd'hui en Afrique, hein, subsaharienne en particulier, à 95% est géré par des opérateurs mobiles. Ils le font généralement en partenariat avec des banques pour des raisons réglementaires. De plus en plus, ils le font seuls parce que je crois que dans les pays d'Afrique subsaharienne, il y a déjà aujourd'hui 30 pays dont la Banque centrale a adopté une réglementation qui permet aux opérateurs mobiles de faire ça seuls et d'avoir leur propre licence. Donc, le rôle de la Poste sur ces pays-là aujourd'hui n'est pas évident. Je pense qu'il y a un travail de définir par rapport aux évolutions à venir. Ce qui se passe dans le mobile money, aujourd'hui, les grandes évolutions, c'est des sujets d'interopérabilité. Aujourd'hui, les services de mobile money sont fermés au sein d'un seul opérateur. Donc l'idée, c'est de rendre ces services accessibles à tout le monde, quel que soit l'opérateur, que tout le monde puisse échanger de l'argent. La Poste peut jouer un rôle là-dessus. Des services de transfert internationaux, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la Poste a un rôle clé et est un acteur clé de confiance notamment, ce que les opérateurs n'ont peut-être pas encore. Donc la marque La Poste est très importante au niveau de la confiance. Et puis tous ces services, de toute façon, ne se développeront pas sans que la confiance soit vraiment au cœur de
de la problématique et de la proposition de valeur. Et puis tout un autre nombre de services qui peuvent se développer autour de l'identification des clients, hein, qui à mon avis est un service important. Merci. Monsieur Ludovic Provost, vous êtes secrétaire général de la Commission supérieure du numérique et des postes. Vous avez pour mission de contrôler les activités postales et les communications électroniques. À ce titre, vous évaluez aussi la portée des nouvelles technologies dans le quotidien et le futur de la Poste. Pouvez-vous nous dire concrètement comment vous aidez la Poste à se transformer, et notamment les postes africaines ? Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc la Commission supérieure du numérique et des postes est une commission qui est composée de parlementaires, de députés et de sénateurs, de toutes tendances politiques confondues. Elle a été créée en 90 à la suite de la réforme des PTT en France, parce que le législateur souhaitait avoir encore un droit de regard sur les missions de service public de ces opérateurs, et puis aussi sur les définitions des cahiers des charges. Donc les activités de cette commission, en fait, elles sont liées au secteur tout entier, et elle fonctionne, cette commission, parce que chaque député ou chaque sénateur a une activité propre dans une commission permanente de sa chambre, de son assemblée ou du Sénat. Je vous donne par exemple, au début, les sujets de télécommunications, c'était des sujets qui étaient liés à la commission des affaires économiques. Et c'était plutôt des sujets qui étaient donc liés au fonctionnement des entreprises publiques. C'est passé assez rapidement sur des questions d'aménagement du territoire, notamment sur des questions de déploiement du très haut débit, de fibres. Lors de la dernière législature, on est passé sur des questions qui sont liées à la commission des finances, notamment à travers la fiscalité des GAFA. Et tout dernièrement, on va dire sur les questions de cybersécurité, donc de cyberdéfense, et récemment encore sur les questions d'organisation du travail, d'espace de coworking ou de santé. Donc vous voyez que ces questions de numérique, elles sont sur toutes les commissions. Maintenant, il n'y a plus aucun député français qui parle dans un discours sans parler numérique, ne serait-ce parce qu'on l'interpelle sur sa zone de couverture ou quand est-ce qu'on va voir la fibre. Mais ces sujets sont complètement dilués. Et alors, le lien en fait qu'on fait entre le numérique et la poste, vous allez me dire à la limite, si tout était numérique, on n'aurait plus besoin de poste. Eh bien, on considère que le numérique et l'humain, c'est quelque chose qui sont très complémentaires. Et la traduction de l'humain sur les territoires, c'est la poste, c'est l'activité postale. On peut avoir tout le savoir de l'humanité sur notre smartphone, on peut commander ce qu'on veut, évidemment. On peut se faire plaisir simplement si on n'a personne qui vient nous livrer, ou si on n'a pas de réseau de services publics qui vient nous relier à l'administration et au pays. On considère que quelque part, on a déshumanisé le pays et on a déshumanisé les territoires. En France, vous nous entendrez beaucoup parler au niveau politique de la transformation numérique du pays. Et on considère que cette transformation numérique ne peut pas exister sans une présence territoriale. Et donc, c'est la raison pour laquelle on aide la Poste, on la surveille, on l'oriente aussi, en lien avec tous les acteurs du secteur, notamment l'ARCEP, l'autorité de régulation, puisque, en fait, on est devant un choix. Tout à l'heure, on l'a dit, se transformer ou disparaître, mais c'est exactement le cas. Quand vous avez des activités qui sont en baisse régulière, que vous voulez maintenir une certaine compétitivité, vous faites des ajustements, vous supprimez des tournées de facteurs, vous réorganisez, vous mettez d'autres formes de présence postale, par exemple, non pas simplement des bureaux de poste classiques, mais des relais postes dans les mairies, dans les commerces. Mais à un moment, ce modèle de transformation touche à ses limites. Et donc, il faut juste savoir ce que l'on souhaite confier à la Poste, soit ce qu'on souhaite lui confier, par exemple, de l'inclusion numérique, ça a été évoqué tout à l'heure, où on considère que la présence postale, que ce soit les facteurs ou les guichetiers dans les bureaux de poste peuvent aider les populations à accéder au numérique, où on considère finalement que la Poste doit rester sur ses missions traditionnelles, par exemple la distribution du courrier ou la livraison de la presse. Donc dans ces cas-là, dans 10 ans, il n'y aura plus de Poste. Moi, ça me pose un petit souci parce que dans 10 ans, je ne serai pas en retraite normalement. Et donc, je peux m'imaginer quand même que, à grande échelle, ça pose un problème pour l'économie. De liens, mais aussi simplement d'emploi. La Poste, en France, c'est encore 260 000 employés. Voilà. Donc, est-ce qu'on laisse simplement la Poste réduire progressivement ses effectifs, accompagner finalement un déclin d'un point de vue fataliste, ou est-ce qu'on considère que la Poste a un grand rôle à jouer
dans, par exemple, la distribution du dernier kilomètre, la logistique urbaine, c'est un sujet, la transformation numérique, l'inclusion numérique, la silver economy. Qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées dans les campagnes, par exemple? Est-ce qu'on considère que c'est au mairie de s'en occuper, alors qu'elles sont de plus en plus fusionnées, elles se regroupent sur un ensemble finalement territorial qui est de plus en plus grand, ou est-ce qu'on considère qu'on doit utiliser la maille la plus fine pour aller au-devant de ces populations et les inclure? Ben, à la commission supérieure, on considère qu'on doit aider la Poste à aller dans ce sens. Alors, transformer une entreprise de plus de 200 000 employés, c'est bien sûr pas simple. Quelles sont les stratégies adoptées pour effectuer cette transformation? Alors, les stratégies qui sont demandées à la Poste publique, d'abord, je rappelle que la Poste, en France, c'est une entreprise publique. L'État est actionnaire à 70% et la Caisse des dépôts à 30%. Donc, on est bien dans le cadre d'une entreprise publique. Et quand on vous parle ici, ce soir, de Bercy, c'est bien de Bercy dont vient l'actionnariat de la Poste à travers l'Agence des participations de l'État. Et donc, comment accompagner? Simplement, c'est en donnant à la Poste les moyens de se développer et ne pas faire en sorte que plus la Poste innove, plus elle se retrouve face à des réflexes conservateurs ou à un État qui parfois complique ses activités de développement. Parce que ce que dit souvent mon président, le président Jean Launay, qui est un très bon connaisseur de l'Afrique, il dit qu'il faut que l'État arrête de se faire peur à lui-même. C'est-à-dire que la Poste, c'est une entreprise publique, d'État. Vous avez beaucoup de hauts fonctionnaires au conseil d'administration, mais si à un moment l'État ne donne pas le sens du développement de cette entreprise publique, il ne faudra pas s'étonner après que l'État soit considéré comme ayant abandonné un certain nombre de territoires. Donc, lui donner plus de moyens. Alors la question des moyens, c'est une question... Vous l'aviez dit. Pas de moyens financiers, j'entends, au sens où il faudrait subventionner la Poste. Il y a des missions de service public qui sont compensées. Mais il faut donner plus de moyens d'accompagnement, d'ouverture, de développement. Et quand je dis donner plus de moyens, à mon sens, c'est simplifier et faciliter la vie du développement de grandes entreprises. Parce que sinon, les entreprises qui sont confrontées à des ruptures technologiques, on le voit très bien, elles disparaissent, tout simplement. Elles disparaissent tout simplement. On a entendu la semaine dernière l'entreprise Tupperware. Je ne sais pas si vous connaissez Tupperware en Afrique. Tupperware, on fait les mères de famille, pardon, mais c'est souvent des mères de famille, font des réunions pour vendre des produits d'emballage plastique, pour mettre des aliments. Ils n'ont simplement pas pris le virage du numérique. Bon, donc l'entreprise, l'usine, va fermer ses portes en France. Mais des exemples comme ça, on en a tous, partout. Et aujourd'hui, à l'échelle d'une poste comme la Poste française, ça peut être catastrophique. Est-ce que vous aviez des liens avec des postes en Afrique? Oui. Alors, on a des liens avec les postes en Afrique pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Poste française est membre depuis quasiment l'origine de ce qui s'appelle l'Union postale universelle. C'est une organisation onusienne dont le siège est à Berne, en Suisse, dans laquelle se retrouvent toutes les postes du monde. Ça, c'est la raison un peu originelle. L'autre raison, tout simplement, ou l'une des autres raisons, c'est parce que la Poste française a des échanges de commerce. Donc, quand vous envoyez une lettre, par exemple, de Paris à Casablanca, vraiment, il faut avoir un accord avec la Poste de Casablanca pour qu'elle vous le distribue. C'est pareil avec les colis. Et c'est aussi la raison pour laquelle la Poste française a acquis des sociétés de colis dans le monde entier. Maintenant, je crois qu'il y a une trentaine de milliers d'employés de la Poste française dans les pays à l'étranger, de filiales, simplement pour développer ces pays. Pareil pour la banque postale. Voilà. Donc il y a des liens avec, évidemment, beaucoup de pays en Afrique. Merci, Monsieur Touami Rabi. Moi, j'aimerais quand même savoir comment vous faites en Afrique pour accompagner ces postes qui sont des entreprises assez vieilles et qui ont besoin de former le personnel, de se renouveler. Est-ce qu'elles sont réceptives? Est-ce qu'elles sont ouvertes? À quoi vous faites face? Elles le sont de plus en plus. Elles le sont de plus en plus parce que plus ça va, plus les postes sont conscientes qu'elles n'ont plus le choix. Elles doivent se transformer. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une prise de conscience et dans notre approche, même si à la base nous sommes une société de technologie, on accompagne les organisations postales de bout en bout. Nous avons même aujourd'hui une activité conseil au sein de GEMADEC qui travaille que sur la transformation
et la conduite de changement des organisations postales. Donc, sur ce type de projet, on va prendre le projet du business plan au départ jusqu'à l'accompagnement des organisations postales pour aller prospecter. Parce qu'effectivement, un postier n'a pas l'habitude d'aller vendre un service d'outsourcing. Et ce dont on parle, le postier doit aller chez une banque et lui dire ne produisez plus le courrier chez vous, c'est moi qui vais le faire à votre place. Et envoyez-moi juste un flux de données. Mais un postier, l'ancien postier, n'est pas habitué à faire ça. Donc aujourd'hui, nos consultants travaillent, forment, définissent des nouveaux processus, accompagnent les postiers chez les clients jusqu'à ce qu'ils s'adaptent à ce nouveau métier. Et aujourd'hui, il y a quelques années, les premières postes, c'était le Maroc, l'Algérie en 2002-2003, où à l'époque, ce service était lancé comme un nouveau service, un service de plus. Il y avait le courrier classique, le courrier recommandé, le courrier express et le courrier hybride. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est un moyen de transformer la Poste, de la moderniser parce que la Poste sait qu'elle doit passer par ces services-là pour continuer à exister. Pas seulement le courrier hybride, mais c'est un des services. Et du coup, dans cette transformation, les postiers aujourd'hui sont extrêmement réceptifs et que ce soit au niveau du management comme au niveau de la base. Tous les postiers aujourd'hui savent qu'ils doivent se former au numérique, doivent changer de façon de travailler pour continuer à exister. Alors, on parle de l'e-commerce comme une opportunité pour les postes en général. Comment protégez-vous les utilisateurs au mieux pour renforcer cette confiance qui est indispensable? Alors, le e-commerce, d'abord, effectivement, c'est bien beau d'avoir un beau portail, un e-mall, d'acheter un produit, de cliquer. Mais à la fin de la journée, il faut bien que le produit soit acheminé. Il faut qu'il soit transporté, il faut qu'il soit livré. Et qui mieux que la Poste pour faire ça? Effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas les seuls acteurs. Il y a de plus en plus de startups qui essayent, mais qui maîtrisent mieux que la Poste l'adressage. Donc aujourd'hui, là aussi, c'est un rôle très important que la Poste peut jouer. Dans la chaîne de valeur du commerce électronique, le last mile est la partie qui coûte le plus cher parce qu'il faut aller trouver. Et encore plus, c'est encore plus difficile en Afrique avec les problèmes d'adressage. Il faut trouver le destinataire et quand il n'est pas là parce qu'il est à son travail, parce qu'il est au champ, il faut revenir, il faut peut-être stocker le produit qu'il a acheté, revenir. Et là, la Poste peut jouer ce rôle de manière extraordinaire et apporter un service aux e-commerçants. Maintenant, effectivement, il faut identifier. Et là aussi, il y a une prise de conscience. Nous avons accompagné un certain nombre de gouvernements, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Burkina, pour l'identification biométrique des populations. Et là-dessus, effectivement, et comme ça a été dit, la Poste, de par son rôle de tiers de confiance, peut jouer un rôle important dans l'identification de la population pour avoir un identifiant fiable, unique, biométrique, qui va permettre de fiabiliser l'opération de bout en bout. Et chose que le petit commerçant au village ne peut pas obligatoirement faire, alors que la Poste a la crédibilité et a le niveau de confiance nécessaire pour pouvoir aller vers de l'enrôlement biométrique de la population. Monsieur Ludovic Provost, je crois que cette question de confiance était aussi indispensable pour vous. Est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place pour renforcer cette confiance? Oui, pour ça, je vais vous parler de contrôle d'identité et de police. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qui en France contrôle le plus d'identité? C'est ni la police ni la gendarmerie. C'est la Poste, tous les jours. Parce qu'il y a tellement de monde qui va dans les bureaux de poste chercher un colis, à recommander, faire une opération bancaire, que le contrôle d'identité, en France, c'est la Poste qui en fait le plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand vous êtes un client de la Poste, comme nous le sommes tous, ben, on est déjà habitué à donner une identité à un guichetier qui vous le demande, à un facteur qui vient chez vous. Le niveau de confiance, ça a été dit, il est très élevé pour les facteurs. Vous pouvez arriver, je suis sûr que c'est vrai en Afrique, je l'ai vu quand je suis allé au Sénégal, par exemple, au Côte d'Ivoire. Oui, c'est le facteur. Vous ouvrez tout de suite, à la limite, vous ne regardez même pas. Vous pouvez rentrer chez les gens. À Paris, vous sonnez en bas d'une porte, vous dites c'est le facteur, vous dites je suis au 6e étage à droite, pas de problème, tout est ouvert, vous rentrez. Et donc,
ça veut dire que ce niveau de confiance, il peut être intégré, à mon sens, à notre sens, dans ce qu'on appelle l'identité numérique. On a un règlement européen, qui est le règlement eIDAS, qui va s'appliquer, qui va définir un niveau de confiance entre faible, substantiel et élevé, qui va être applicable en janvier 2018. Et comme c'est un règlement, il n'y a pas besoin de transposition. Et donc, qui va donner le niveau de confiance? Eh bien, évidemment, ça peut être le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, le ministre Collomb a pris des initiatives dans ce sens. Mais on pense que pour l'enregistrement des identités de tous les Français, ce sera trop long. On ne peut pas demander à chaque Français d'aller à sa gendarmerie ou à sa mairie. D'ailleurs, l'État est en train de réduire le nombre de mairies qui peuvent délivrer des cartes d'identité ou des passeports. Nous, on pense en revanche que si on demande aux facteurs de certifier l'identité des gens, les facteurs en France, ils ont prêté serment. Et donc, quand ils certifient l'identité de quelqu'un, il y a une reconnaissance en face à face. Et cette reconnaissance en face à face, c'est justement le lien humain que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un commerce en ligne, quand vous êtes en train de faire du business, vous avez quelqu'un qui est en face de vous, mais comment vous savez si la personne que vous avez en face de vous, c'est la vraie personne? Comment vous savez? Vous le savez au mieux par la vidéo. Mais comment vous savez que cette vidéo n'est pas truquée elle-même? Donc on arrive sur les questions de cyberdéfense. Et ça, tout ça, ce sera très lié. Et donc sur la question que vous posez, oui, l'identité numérique, par exemple, ça va être le cœur du développement. C'est plus la confiance innée, finalement. Cette identité numérique, elle existera, elle sera forte parce qu'il y aura une reconnaissance en face à face. Et ça, c'est bien les services de la Poste qui peuvent le faire. Monsieur Rambert Nami, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conditions indispensables pour que tous ces nouveaux services puissent être efficaces en Afrique ou même en France? Donc, non, mais pour poursuivre sur ce point, l'identification des clients et l'authentification des clients est essentielle pour tous ces services. Il y a tout un nombre de services qui existent aujourd'hui de manière automatisée qui permettent à quelqu'un, notamment en Afrique aujourd'hui, on permet à un client d'ouvrir un compte en se prenant en photo lui-même et en prenant en photo sa pièce d'identité. Mais ça ne résout pas la problématique de confiance. Et puis, le rôle de proximité que la Poste peut apporter pour rencontrer les clients, c'est quelque chose qui reste essentiel. Alors, c'est un challenge aussi pour les postes parce qu'aujourd'hui, on voit que le nombre de bureaux de poste, notamment en Afrique, est quand même bien inférieur au réseau que notamment les opérateurs mobiles et opérateurs de mobile money ont mis en place. On compte aujourd'hui en Afrique subsaharienne 1,5 million de points de vente où les gens peuvent aller déposer ou retirer de l'argent de leur compte et même ouvrir un compte. Mais il me semble que dans cette chaîne, il y a un maillon qui est sans doute manquant que la Poste peut combler, qui touche à la confiance. Et notamment avec des postiers qui ne sont pas seulement dans les agences, mais qui sont en mobilité et qui peuvent aller voir les clients chez eux pour leur proposer tous ces nouveaux services. Donc là, je pense que le rôle du postier et la confiance qui lui est donnée permettra à la Poste d'avoir un vrai rôle sur la proximité de la relation client. Donc un meilleur maillage du territoire. Exactement. En quelque sorte. Monsieur Merdi Oumarouyache. Merdi Sayera. Okay. Vous représentez un groupement d'intérêts, un ensemble d'entreprises. Quelles sont les difficultés que vous avez aujourd'hui pour travailler avec la Poste en Algérie? En gros, c'est parce que ce type de relation est assez nouveau. Les services sont nouveaux. Dans son effort de se renouveler, la Poste, des fois, n'a pas le temps d'être assez à l'écoute des acteurs. Mais nous arrivons quand même, on va dire, à communiquer en nous espérant pouvoir développer des projets plus concrets. Il faut savoir une chose, le premier bénéficiaire de la modernisation de la Poste, c'est les postiers eux-mêmes. Pour eux, c'est plus valorisant d'offrir des services à valeur ajoutée que de gérer des queues de trentaines de personnes qui viennent ou déposer ou retirer de l'argent. Donc, faut comprendre que l'effectif même des postes est, on va dire, le premier demandeur de cette modernisation.
Et l'idée, ça a même été un peu l'une des raisons de la création de cette entité, c'est de se regrouper pour pouvoir aussi interagir avec cette entité qui est quand même une institution de manière assez organisée. Justement, se regrouper. Monsieur Touamirabi, est-ce qu'une union des postes en Afrique peut être une solution pour les aider à mieux se transformer? Oui, oui, c'est déjà le cas. L'Union postale universelle, et ça a été cité. Nous, en tant qu'entreprise privée, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 5 entreprises privées dans le monde à être dans ce cas. Nous sommes membres de l'Union postale universelle. Nous avons été adoptés par les postiers de par le savoir-faire qu'on a développé là-dessus. Mais il y a également des déclinaisons de l'UPU. Il y a l'Union panafricaine des postes, donc, qui est l'entité de l'Union africaine qui rassemble les postiers. Pour l'Afrique de l'Ouest, il y a la CPAO. Et effectivement, il y a énormément d'échanges. On a même été à l'origine, il y a quelques années, déjà 8 ans, de mettre en place le Forum postal africain. C'est une réunion, c'est un forum qui se réunit une fois par an. Et il y a un forum de coopération sud-sud des DG des postes africaines qui, en marge de ce forum, se réunit pour essayer de partager des expériences, partager des projets pilotes. On a fait, par exemple, pour des courriers hybrides, des projets d'interconnexion de courriers hybrides entre des pays pour pouvoir transférer du courrier électroniquement et l'imprimer au destinataire seulement dans le pays destinataire. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense que quand on prend la poste française, il y a des exemples à tirer, mais la poste française est complètement, on a de commun avec les postes africaines que le nom, tellement il y a un gap important. Mais par contre, il y a quand même, aujourd'hui, il y a un exemple que j'adore citer, qui est un service qui est aujourd'hui proposé par la poste française pour les personnes âgées, où on peut payer un service pour que le facteur rende visite aux personnes âgées, contrôle éventuellement la tension, voit s'ils ont pris leurs médicaments, il fait son petit rapport, et puis le rapport est envoyé par la poste aux enfants ou aux demandeurs du service. Voilà aujourd'hui, encore une fois, un service qui peut, avec le problème d'accès au village, ainsi de suite, en Afrique, voilà aujourd'hui des services que les postes africaines peuvent apporter et qui marchent, qui est opérationnel aujourd'hui en France. Donc le partage d'expériences, je pense qu'il peut toujours apporter, et surtout entre les postes africaines qui ont des expériences similaires. Merci. Alors, juste avant de passer aux questions, moi, si je peux retenir quelque chose, je dirais que le numérique peut permettre donc aux administrations postales de repenser leurs activités, de diversifier l'offre de services tout en renforçant son rôle historique. Elles doivent opérer une mue en respectant certains principes qui assurent leur compétitivité, respect des valeurs de proximité, de simplicité et de confiance. Et les choses commencent à avancer et dans le bon sens, et c'est tant mieux. On va tout de suite passer aux questions de la salle. Je ne sais pas par où commencer. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Provost, s'il vous plaît, s'il y avait 2 contraintes clés que vous avez rencontrées dans la transformation, dans la digitalisation, dans toute cette évolution des postes qu'on a connus ces 10 dernières années et qui ont été peut-être les plus critiques, les plus complexes à résoudre, quelles sont-elles? J'aurais pu vous en citer 10 dans les contraintes. On va se limiter à 2. La première, je parle de la poste française que je connais le mieux, c'est la taille. Parce que quand on est une poste de 300 000 employés, on considère finalement que le monde extérieur peut faire ce qu'il veut, on est suffisamment gros, et de toute façon, comme la plupart des postiers ont fait leur carrière en interne de l'entreprise, sans parfois changer de branche, parfois ils sont restés au courrier, ou au réseau, ou à la banque, par manque d'échange avec l'extérieur, ou par manque de connaissance de l'autre, finalement, en général, eh bien, on aurait tendance à rester conservateur et à finalement ne pas voir le monde évoluer. Je vous donne un exemple en France. La Poste.net a existé avant Gmail, mais pas 6 mois avant, 5 ans avant peut-être. Enfin, vous retrouverez ça sur Internet. Gmail, ça aurait pu être la Poste.net, vraiment.
Mais si les entreprises ne s'extraient pas pour laisser à leurs créateurs et à leurs innovants une autre façon de se développer, c'est le cas de Nespresso, hein, qui est sorti de Nestlé pour pouvoir se développer, alors ça ne marche pas. La première raison, à mon avis, c'est la taille et le confort finalement qu'on ait à être installé, à être bien. Et puis finalement, je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on a 60 ans et qu'on a la poste, on se dit de toute façon, je serai bientôt en retraite, on s'en fiche. Bon, vous avez compris, ce n'est pas mon cas. Le deuxième, c'est la politique. C'est-à-dire que c'est une contrainte très forte. Si les politiques dans vos pays se désengagent de la question postale, je parle des ministres de l'économie, des ministres du numérique, s'ils ne sont pas entourés par des parlementaires qui sont au contact au quotidien, eh bien, quand il n'y a pas de volonté politique sur les entreprises publiques, ça ne va jamais très loin. Et donc, quand il n'y a pas d'ambition politique pour des entreprises postales qui sont très souvent détenues à 100% par l'État, vous pouvez être sûr que très tranquillement, la situation s'effrite et se dégrade. Donc, je dirais, pour répondre à votre question en synthèse, la taille. Quand on est trop gros et trop enfermé, on ne voit pas l'extérieur et on se laisse finalement détruire ou diluer. Et puis, la volonté politique, ça c'est important. Est-ce que nous avons une autre question? Oui. Bonjour, Nora Latoumi, Société Atos. Par rapport au paiement, le paiement électronique, on n'a pas parlé de bitcoins, par exemple, ou de solutions nouvelles qui arrivent aujourd'hui. Et je pense que le territoire africain, il est prédisposé à avoir des solutions de paiement avec de la crypto-monnaie, sans passer par des tiers comme la Banque centrale ou la banque, par exemple. Voilà, ça s'installe de plus en plus. Il y a même un genre de Silicon Valley de la monnaie qui s'installe en Suisse par rapport à ça. Est-ce que vous êtes au fait de ça? Est-ce que vous en parlez? Vous envisagez quelque chose? Peut-être ça pourrait être une issue pour la Poste. Parce que, après, à titre personnel, je ne pense pas aujourd'hui que les jeunes dans les écoles, ils rêvent d'une chose, c'est d'aller travailler à la Poste. La Poste, les initiales, c'est le télégraphe, le téléphone, ce n'est plus d'actualité. Sans doute que la Poste a un rôle social, il faut la garder. Peut-être il y a une transformation à faire par rapport à ça, mais par rapport aux nouvelles technologies, par rapport, là on est dans le numérique, sans doute qu'il y a aussi un rôle par rapport, on parle de e-commerce, de paiement électronique, peut-être que là il y a des voies intéressantes pour la Poste, à mon avis. Je ne sais pas qui souhaite répondre. Oui, donc effectivement en Afrique, le Bitcoin, en tout cas les monnaies issues des technologies blockchain ont sans doute un avenir important, pas immédiatement, mais il y a un certain nombre de projets en cours déjà pour lier le mobile money et permettre à des gens de payer en Bitcoin via leur mobile. Par contre, je pense que c'est un défi de plus pour la Poste, parce que le Bitcoin, quand on parlait du rôle de tiers de confiance de la Poste, la technologie fait que justement c'est une technologie qui elle-même assure sa propre confiance en fait. Hein. Et donc à moins que la Poste décide de jouer un rôle actif dedans, on devient un émetteur d'une monnaie sur ces technologies-là, il pourrait avoir un rôle, mais je le vois peut-être plus comme un défi supplémentaire. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans tous les sujets sur lesquels la Poste est challengée par ces nouvelles technologies. Ce qui ressort de cette discussion aujourd'hui, c'est que la confiance est un des éléments qui aujourd'hui reste un pilier fort de la proposition de valeur des postes. Le blockchain était un défi supplémentaire qui viendrait. Monsieur Touami, vous aviez peut-être juste avant un avis sur cette monnaie virtuelle. Je pense effectivement, à cette problématique de défis supplémentaires également, parce qu'aujourd'hui, la Poste a toujours été ce tiers de confiance depuis le cachet de la Poste qui faisait foi et jusqu'à aujourd'hui en fait, et on commence à le voir dans certains pays où c'est le cachet électronique parce que le certificat numérique et l'autorité de confiance numérique du pays devient la Poste. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, on n'est plus sur une autorité centralisée, mais sur une confiance qui est complètement partagée. Et là, quid, effectivement, de la Poste. Donc,
c'est un défi supplémentaire et je pense que la Poste doit devoir encore se repositionner dans le futur par rapport à ces défis-là. Donc vous dites c'est un peu risqué, faut être prudent, faut y aller doucement. C'est ça votre discours? Exactement, tout à fait. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, aussi, pour rejoindre mes collègues, au jour d'aujourd'hui, effectivement, la principale proposition de valeur, c'est la confiance. Et justement, ceux qui aujourd'hui vont vers le Bitcoin, etc., c'est plutôt des gens qui cherchent plus la liberté que, on va dire, cette qualité qui est la confiance. Vous avez dit aussi que effectivement, ça ne fait plus rêver un jeune de travailler à la Poste, mais ça fait rêver tout le monde de travailler avec la Poste, avec son réseau et sa capillarité sur les territoires. C'est ce qu'on défend d'ailleurs, cette proximité que peut avoir la Poste avec des écosystèmes start-up. Pourquoi ne pas créer des incubateurs la Poste? J'ai eu à assister cette année à un salon sur Paris, Viva Technologie, où les startups n'étaient pas regroupées par pays, mais par écosystème. Et il y avait l'écosystème des startups autour de la Poste française. C'est un modèle, je pense, qu'on pourrait facilement transposer aux postes africaines pour leur permettre un peu d'aller sur ce type de collaboration et susciter, on va dire, susciter les jeunes pour aller vers des activités qui ne seraient pas chez la Poste, mais avec la Poste. Il y a 2 micros ouverts. Alors moi, c'est Eder Donaitri du Togo. Je voudrais intervenir sur le côté de la confidentialité des courriers hybrides, puisque vous avez parlé de la proximité des impressions. Et on peut, en faisant une petite comparaison, on peut s'en apercevoir qu'avant, le contenu du courrier était bien fermé dans une enveloppe. Et quand il s'agit maintenant de l'impression de proximité, il y a un véritable problème de confidentialité du contenu qui se pose. Voilà. Merci. Donc, quels Non, sont les en fait, dans le courrier hybride, nous avons reproduit exactement la même chaîne de valeur du courrier classique, mais de manière numérique. Et le courrier, même si il est numérique, même s'il est imprimé, il est fermé numériquement. Alors je m'explique. Le courrier qui est envoyé par l'émetteur, c'est un courrier qui est crypté. Il n'y a que l'émetteur qui a la clé pour pouvoir y accéder. Même la Poste qui le manipule, qui le trie, ne peut pas le lire. Aucune personne au niveau de la Poste. Et les technologies d'impression, de mise sous enveloppe et d'affranchissement sont faites de sorte à ce que personne, y compris l'opérateur, n'ait accès au courrier. C'est parce qu'effectivement, on traite des courriers qui peuvent être des relevés bancaires, des avis d'imposition, des courriers qui sont... la confidentialité, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, tout le processus est extrêmement réglementé et sécurisé pour répondre à ce point-là, effectivement. Okay. Merci. Je crois qu'il y a une question juste derrière. Bonjour, l'entrée JMP. Ma question s'adresse à M. Nami. Vous avez demandé aux banques de se réinventer un peu potentiellement dans le secteur du mobile money. Quand on sait que le succès du mobile money est surtout indexé sur le nombre d'agents dans certaines communautés. Le nombre d'agents est un facteur clé du développement des offres de mobile money en Afrique. Dans certaines localités, voire quasiment partout en Afrique, le ratio agence postale à agent mobile money est de 10 voire 200. Par contre, est-ce que la Poste, son rôle ne pourrait pas être réinventé dans le métier principalement du e-commerce, où il pourrait potentiellement être des points relais? Parce qu'on n'a pas abordé, il y a une question que je pense qu'on n'a pas abordée, c'est la question d'adressage physique en Afrique. Moi, je viens d'un pays où l'adresse postale, c'était un numéro de casier dans le bureau de poste le plus proche. Donc, il n'y avait pas du tout de facteur qui arrivait chez moi.
peut-être au Sénégal, c'est le cas, mais au Cameroun, en tout cas, il n'y avait pas de facteur qui arrivait chez moi, et donc il fallait se déplacer quotidiennement ou alors mensuellement pour aller récupérer des courriers. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... C'est vrai que la Côte d'Ivoire a fait des plans avec des projets du moins pilotes avec des startups londoniennes, What3Words, pour essayer d'adresser physiquement. Jusqu'à présent, le projet est pilote, on va voir les résultats. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la Poste ne peut pas se réinventer comme des points pick-up locations, comme on peut l'avoir en France ou en Angleterre? Est-ce que ce n'est pas plutôt vers ce type de métier-là, potentiellement même des lieux de vie? Pourquoi pas? Est-ce que ce n'est pas vers ça que la Poste devait tendre plutôt que se lancer sur du mobile money, où je pense en tout cas qu'ils n'auront pas de place? Donc, alors, déjà, donc, sur la première partie sur le mobile money, juste quand même une précision importante, parce qu'on parle beaucoup de ces réseaux de mobile money dans les pays d'Afrique. Il faut bien distinguer encore une fois l'Afrique subsaharienne des pays du Maghreb. La proposition de valeur de la Poste dans ces pays-là, dans les pays du Maghreb, reste beaucoup plus forte, et les opérateurs auront beaucoup de mal à faire quelque chose sans les postes, du fait notamment du nombre très important de comptes chèques postaux. Hein. Ce qu'on a vu en Algérie, 20 millions de clients, c'est la même chose en Tunisie, au Maroc. Et même si on va plus vers le Moyen-Orient, en Égypte aussi, la Poste a un rôle fondamental sur le mobile money, et les opérateurs sont tous très demandeurs de partenariats avec les postes pour permettre, digitaliser ces paiements au lieu donc la Poste peut vraiment avoir aussi un rôle sur le paiement, mais plus dans les pays d'Afrique, des pays du Maghreb. Sur la question du e-commerce, donc Sofrecom, notre maison de mer, c'est le groupe Orange. Orange a pris des participations dans un acteur important du e-commerce en Afrique qui s'appelle Jumia, qui est présent également en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à ma connaissance, Jumia gère les livraisons des colis directement chez leurs clients, voire dans des points de relais, mais qui sont des points de relais qui sont des boutiques. À ma connaissance, la Poste n'est pas encore dedans. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Ça peut paraître parfois peut-être un petit peu artisanal, la façon dont c'est fait aujourd'hui sur Jumia, que la Poste prenne un rôle clé dans à la fois les points relais ou le dernier kilomètre de livraison et le gérer eux-mêmes. Ça me semble être une opportunité forte. Hein. Quand on voit peut-être la baisse du courrier versus l'augmentation du e-commerce qui a des perspectives, toutes les études disent qu'en Afrique, la perspective de développement du e-commerce est presque à 3 chiffres, hein, donc d'augmentation. Il y a sans doute une opportunité forte de repositionnement de la Poste là-dessus. Alors, la question de l'adressage aussi a été posée. Monsieur Touami, est-ce que ce n'est pas le premier défi, la première étape avant de développer l'e-commerce? Parce qu'effectivement, l'adresse au Bénin, moi, je sais que mes parents, je ne peux pas vous donner leur adresse, je peux vous dire c'est à côté du CEG, donc de l'école, donc du centre de santé, le portail est jaune, c'est tout. Je ne peux pas vous donner une adresse comme je peux vous la donner ici. Effectivement, aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup de pays en Afrique. Notre approche a été extrêmement structurante. Nous, quand on a commencé à travailler avec la plupart des postes, il n'y avait pas le code postal. Et en fait, le code postal est venu, et le courrier hybride ou la mécanisation des centres de tri automatisés aussi ont permis d'en tirer vers le haut et ont permis de créer les codes postaux, par exemple. Maintenant, pour le cas du Bénin, on travaille au Bénin et le courrier hybride est en production depuis 1 an et demi à peu près. Aujourd'hui, la distribution se fait par exemple sur des boîtes postales. Mais l'essentiel, c'est que le courrier va aller au plus proche du destinataire. Il va être distribué au bureau de poste. Demain, le colis va être distribué au bureau de poste. Mais le courrier qui allait mettre 3 mois pour arriver, va arriver à J+1, à J+2. Mais il va arriver au bureau de poste. Et le last mile, demain, il y aura peut-être la distribution. Il n'y aura peut-être pas la distribution parce que nous, dans notre modèle, aujourd'hui, on distribue au niveau de la boîte postale. Et demain, ça sera dans une boîte mail sécurisée. Et la Poste va gérer cette boîte mail sécurisée parce que c'est le tiers de confiance et demain, il sera le tiers de confiance numérique. Et du coup, ce courrier hybride qui aujourd'hui est numérique et il devient physique en bout de chaîne, demain, il sera numérique de bout en bout. Mais il sera géré par la Poste parce que la Poste mettra un cachet numérique qui lui donnera une valeur probante. Donc ce n'est pas à la Poste de développer l'adressage en fait. Aujourd'hui, c'est peut-être
un peu tard. Maintenant, il y a des besoins d'adressage sont là pour d'autres raisons, pas uniquement pour la Poste, mais pour des raisons de sécurité, pour des raisons de maîtrise de la population. Donc aujourd'hui, la Poste va pouvoir maîtriser l'adressage dans des zones urbaines, des choses comme ça, mais aujourd'hui, il y a plusieurs cas. J'ai cité tout à l'heure de la Poste saoudienne, nous avons des adresses mail normalisées pour toute la population. Donc aujourd'hui, on peut avoir une adresse mail numérique sécurisée et qui est complètement normalisée et toute personne a son adresse mail qui est gérée par la Poste. Donc voilà, aujourd'hui, on va pouvoir accéder de manière individuelle et de manière sécurisée à toute personne et avec une valeur probante. J'aimerais dire que c'est peut-être même la proposition de valeur qu'apporte la Poste par rapport à ce problème-là, cette proximité. Dans votre cas, par exemple, suffira peut-être dire je suis la fille de monsieur sans même mettre votre adresse. Le postier va faire. Il m'est arrivé de recevoir du courrier avec le facteur qui me dit dis-leur de mettre la bonne adresse parce qu'il connaît le quartier, il connaît les personnes. C'est cette proximité-là que met à disposition la Poste aux opérateurs économiques pour pallier justement à ce type de problème. Je crois que tu as une question. Oui, bonsoir à tous. Nadir Djenad, journaliste pour la BBC Afrique. En fait, j'ai une question qui s'adresse à vous tous. Alors, vous avez souvent cité l'exemple de la Poste française qui a su se transformer, s'adapter. Est-ce que vous diriez que c'est le modèle unique pour l'Afrique, le modèle universel, ou est-ce plutôt à chaque pays, chaque poste d'un pays africain de trouver son propre modèle, son propre système en prenant en compte ses réalités locales ? D'abord, si la Poste française s'est développée comme ça, c'est parce que c'est évidemment le meilleur modèle. Il n'y en a pas d'autre. On sait être arrogant, mais on sait être humble aussi. Non, simplement, en France, la volonté qui est restée, et je laisserai mes collègues s'exprimer, c'est de garder les 4 modèles de business, c'est-à-dire le courrier, le colis, la banque et le réseau. Certains pays d'Afrique n'ont pas cette chance. Certains pays d'Afrique ont des postes, mais qui n'ont pas de banque. Certains pays d'Afrique ont des banques, mais ils n'ont plus de réseaux postaux. Certains pays ont des réseaux, mais n'ont plus de courrier, puisque c'est passé très vite. Et il n'y a pas que les postes en Afrique qui sont comme ça. Vous avez certaines postes dans le nord de l'Europe où il n'y a plus de courrier. Parce qu'au lieu de faire moins 6-7% comme en France ou comme dans les pays ou en Allemagne, le courrier a baissé beaucoup plus rapidement. Et donc la question, c'est plus tellement de trouver quel équilibre il y a. C'est la question de est-ce que les postes veulent maintenir leur business et se développer, ou est-ce qu'elles se laissent tranquillement descendre? Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de courrier, vous pouvez passer par des solutions hybrides de courrier. C'est la seule chose qui va vous rester. C'est pas mal, parce que c'est important, mais vous n'allez pas recréer une activité papier. Je n'ai pas d'exemple. Si vous en avez un, la BBC, je suis preneur, de recréation d'une activité papier, peut-être par du courrier premium, avec des remises commentées ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça que je vous disais la part du politique, par exemple, là-dedans. C'est que le business, il se fait tout seul. Hein. Amazon, il y a 10 ans, il n'existait pas. Aujourd'hui, Amazon en France, c'est 5500 personnes. C'est bien, on est très content, il y a des nouveaux services, on est livré n'importe quand, et bientôt Amazon viendra livrer dans notre frigo, dans notre voiture, partout. Super. Mais ce business-là, cette proximité, elle existe déjà avec la Poste. Donc c'est juste un choix, soit on laisse le business se faire, soit on le régule, ou soit l'État intervient pour dire non, mais c'est un élément du lien social. Donc la question des différents business, ça dépend malheureusement de la situation d'où les postes partent, chacune dans leur pays. Monsieur Rambert. Je pense effectivement que les enjeux des postes africaines me paraissent assez différents des enjeux des postes françaises, hein. Ce dont on a pas mal parlé aujourd'hui sur le paiement. Effectivement, ce sont des marchés qui sont très très différents. Aujourd'hui, en France, 98% des gens sont bancarisés. En Afrique, on est encore sur des taux de 10-15%. Donc, je pense que sans bien connaître le modèle français de la Poste, je pense que les enjeux sont fondamentalement différents. Par contre, il me semble qu'il y a énormément de points communs entre les postes africaines. On a parlé de voir s'il y avait des opportunités de regroupement des postes. Il me semble que tous ces changements, comme on l'a dit, hein, vont démarrer par une transformation digitale
internes des postes, hein, elles-mêmes se transformer pour pouvoir apporter une nouvelle proposition de valeur et que justement elles puissent se parler entre elles et définir des projets communs serait sans doute une opportunité forte. Voilà. Alors, on en a déjà un peu parlé, hein, mais vous avez la chance de travailler avec des postes allemandes et également des postes en Afrique. Justement, quelle est votre stratégie et quels sont les modèles effectivement spécifiques que vous mettez en place là-bas? En fait et je répondrai également à la question, c'est que les modèles sont spécifiques par pays. Et chaque pays a son propre contexte. Je vais vous dire un exemple d'application à travers le courrier hybride. Chez la Poste saoudienne, des tickets des stades de foot sont imprimés et vendus par les bureaux de poste. Et sont imprimés sur du papier sécurisé. Ils sont imprimés par la Poste. Donc, et c'était le premier match, c'était juste un besoin. Il y avait un match de l'équipe d'Argentine, c'était un match d'exhibition. L'équipe d'Argentine qui était venue en Arabie Saoudite pour jouer contre l'équipe saoudienne. Et la Poste a réussi à négocier avec la fédération pour vendre les tickets dans les bureaux de poste. Et on a proposé que ce soit imprimé par la Poste elle-même au lieu d'acheminer des tickets partout dans le pays. Donc voilà, encore une fois, quelque chose de très spécifique. Et je peux citer des exemples, mais par pays. Et c'est là où, en fait, effectivement, moi, je pense qu'il y a des choses, il y a d'excellents exemples chez la Poste française. Et j'ai cité tout à l'heure des services aux personnes âgées. Et là, il y a énormément de besoins en Afrique. Maintenant, il y a des exemples de documents et surtout là où il y a des problèmes d'adressage et d'accès. Aujourd'hui, par rapport au commerce électronique, les bureaux de poste effectivement peuvent servir de point relais parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'adressage et donc, au bout du clic, on aimerait pouvoir recevoir le produit et là, au moins, on peut l'acheminer au bureau de poste le plus proche et la personne peut venir le chercher. Donc, le rôle de la poste peut être inventé pays par pays et c'est le cas aujourd'hui. La poste doit s'adapter et il y a quelque chose qui a été cité tout à l'heure et que j'apprécie beaucoup. La poste est un lieu de vie et il doit trouver un rôle en fonction du contexte, en fonction du pays pour pouvoir apporter des services de proximité aux citoyens et surtout pour dédiaboliser le digital et apporter des services numériques à des personnes qui n'ont pas obligatoirement accès au numérique. Alors justement, vous pensez que cet exemple de service aux personnes âgées pourrait marcher dans un contexte africain en sachant que dans certains pays, les personnes âgées sont très peu seules, elles sont souvent dans une famille, dans une communauté. Vous pensez que ce type de service pourrait marcher dans un contexte africain ? Aujourd'hui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les personnes âgées, même si elles ne sont pas seules, elles ont, à partir du moment où on fait du transfert d'argent, quand on est dans un pays à 95% bancarisé, la déclinaison finale peut se faire sur un compte bancaire. Mais en Afrique, avec un taux de bancarisation de 10-15%, il faut qu'à un moment donné, on puisse toucher l'argent. Effectivement, il y a les points relais des opérateurs télécoms, mais au village, la personne âgée, elle a confiance dans la poste. On lui envoie l'argent, elle va recevoir le petit SMS sur son téléphone, mais elle va pouvoir aller au bureau de poste pour avoir l'argent. Donc aujourd'hui, il y a cette confiance et cette proximité qui est extrêmement importante. Ça a été cité plusieurs fois aujourd'hui, le succès du M-Pesa et cette histoire unique dans le monde et qui a montré le chemin à beaucoup de gens un peu partout. Le M-Pesa est quand même, sa force, ça a été quoi? Ça a été la proximité. Aujourd'hui, il y a déjà 2 ans, la distance moyenne d'un point relais M-Pesa était de 1,4 km, alors que la distance moyenne pour une banque était plus que 10 fois plus. Donc cette proximité, et aujourd'hui, la Poste apporte pas seulement la proximité, mais la confiance aussi. Et les personnes âgées, c'est quelque chose de très important pour eux. On va prendre une question de ce côté. Je peux répondre aussi, parce que la question s'adresse à tous. Moi, je croyais avoir fait passer le message que le meilleur modèle, c'était le modèle algérien. Mais pour répondre comme mes collègues, qu'il y a des spécificités, par contre, rien ne nous interdit. Déjà, nous, start-up, vous avez parlé de Jumia,
quand je discute avec ces dirigeants, l'interaction du Jumia avec les postes de différents pays n'est pas la même. Donc, mais quand même, il y a un socle commun. On gagnerait à partager certaines expériences. D'abord, dans un point, on va dire, des sous-régions. Comme l'a dit mon collègue, la présence de la Poste est plus importante dans les pays du Maghreb, un peu moins dans l'Afrique subsaharienne. Et effectivement, déjà, vous avez des sous-ensembles en Afrique qui sont plutôt, on va dire, similaires, qui peuvent apprendre les uns des autres. Oui, je vois une dame juste. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais revenir un peu sur la question qui concerne les transferts d'argent et les États. Si vous, les opérateurs économiques, les opérateurs mobiles, vous êtes très heureux, on est heureux pour vous, mais entre vous et vos bénéficiaires ou vos clients, il y a les États. On a vu récemment un pays comme la Guinée équatoriale, avec la récession économique au niveau de l'Afrique centrale, surtout les pays producteurs de pétrole, de courir après, d'essayer de limiter les sorties d'argent. Alors, vous avez dit un mot, que vous tous, confiance, confiance, confiance. Quelle stratégie développez-vous entre vous et les États? Merci. Alors, le mobile money tel qu'il est, je vous ai parlé du rôle des opérateurs mobiles sur ces services. Il y a également un vrai enjeu socio-économique dans le développement du mobile money pour, bien sûr, l'inclusion financière, donner accès à un compte de paiement à tous ces gens qui ne pouvaient utiliser que des espèces. Mais ça va plus loin sur la partie transfert d'argent dont vous parliez tout à l'heure. Les opérateurs ne font pas que rentrer sur un marché qui sort de leur activité traditionnelle. Ils viennent aussi avec un vrai objectif de développement social et économique en réduisant les coûts de transfert. Tous les opérateurs qui font du transfert d'argent international ou domestique avec le mobile le font sur des tarifs qui sont 5 à 10 fois inférieurs à ce que proposent les acteurs traditionnels type Western Union ou MoneyGram. Et donc, dans la relation avec les États, et d'ailleurs pas qu'avec les États, parce que toutes les initiatives des opérateurs de mobile money sont avec un soutien très fort des ONG type la Fondation Gates ou même de l'ONU, qui a créé récemment une division qui s'appelle Mobile Money for the Poor, qui subventionne même les opérateurs mobiles pour qu'ils soient plus actifs sur ces services-là. Donc la démonstration que ces services ont un vrai impact social et économique est faite. Et donc les États, la plupart en tout cas, sont tout à fait supporters. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en Afrique, d'ores et déjà, il y a 40 banques centrales qui ont adopté une réglementation favorable au mobile money, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Donc tous les gouvernements ont compris que ces services-là ont un vrai impact. Et en plus, beaucoup disent que nous ne sommes qu'au début de cette histoire, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions annoncées. Mais je pense que ça se fait de manière très coordonnée et souvent avec un soutien fort des États pour favoriser le développement de ce type de services.